Welcome back to ABC News Live. First, we have breaking news. A New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky is here with more. So, certaines décisions judiciaires ne surprennent pas par leur montant, mais par le moment où elles s'écartent de la norme habituelle. Le 21 décembre, un tribunal d'État de New York a brusquement modifié la dynamique de l'une des procédures civiles les plus importantes impliquant le président Donald Trump. En rejetant toute possibilité de paiement échelonné ou de report, le juge responsable a ordonné le paiement immédiat de plus de 360 millions de dollars. Montant correspondant à une condamnation pour fraude civile déjà confirmée par une instance supérieure. Cette décision a surpris même les avocats chevronnés. On s'attendait à une audience technique, axée sur la définition des délais et des instruments de mise en œuvre progressive. Au lieu de cela, la session s'est terminée par une décision directe. Le montant doit être réglé immédiatement, sans échelonnement, sans négociation. À partir de ce moment, toute tentative de retarder l'exécution, de déplacer des actifs de manière irrégulière ou de créer des obstacles à l'exécution pourrait entraîner des mesures coercitives prévues en cas d'outrage au tribunal. Cette déclaration a été interprétée comme un signe sans équivoque d'épuisement institutionnel. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La position de la Cour a été interprété comme le reflet d'un environnement juridique dans lequel le recours répété à des stratégies de report a commencé à être confronté à une plus grande rigueur. Surtout lorsque les fondements de la condamnation avaient déjà été reconnus par plus d'un collège. L'historique de l'affaire aide à comprendre pourquoi ce revirement s'est produit. La procédure a été engagée par la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, sur la base de preuves indiquant une pratique systématique consistant à gonfler artificiellement la valeur des actifs des entreprises afin d'obtenir des avantages financiers auprès des institutions bancaires. L'accusation soutenait que ce comportement n'était pas ponctuel, mais constant au fil des ans, affectant directement la manière dont les prêts étaient accordés et les taux d'intérêt déterminés. Le tribunal de première instance a accepté ces arguments, imposant une amende initiale de plus d'1 demi-milliard de dollars, ainsi que des mesures restrictives qui ont directement affecté la capacité de Trump à diriger des entreprises dans l'État et à obtenir des crédits auprès des banques new-yorkaises. Même avec la réduction ultérieure du montant, décidé en appel, le fond de la décision est resté inchangé. La reconnaissance formelle de la fraude a été maintenue. Ce qui a changé, c'est la méthode de calcul de la sanction et non son existence. Ce point est essentiel pour comprendre le poids de la décision récente. Lorsqu'un tribunal ordonne le paiement immédiat d'une amende de cette ampleur, il ne le fait pas comme une première étape, mais comme la conclusion d'un cycle juridique. La phase argumentative est terminée. Ce qui commence, c'est la phase d'exécution. Et c'est là qu'interviennent les mécanismes qui fonctionnent généralement de manière plus discrète, mais avec des effets. L'absence de liquidités immédiates peut justifier, par exemple, la saisie de biens immobiliers, le blocage de comptes bancaires, l'indisponibilité d'actifs d'entreprise et la cession forcée de biens liés au patrimoine personnel et corporatif. Cette possibilité, en théorie, s'étend même à des propriétés très visibles, telles que des immeubles commerciaux et des complexes hôteliers privés, souvent associés à l'image publique de Trump. La différence, dans ce cas, est que l'exécution n'est plus une hypothèse, mais une voie en cours. La combinaison entre l'urgence du recouvrement et la sévérité des conséquences a été interprétée par les juristes comme une étape procédurale rare dans le traitement des personnalités publiques disposant d'un patrimoine important. La référence explicite à la possibilité d'une peine d'emprisonnement en cas de non-respect de l'ordonnance judiciaire a ajouté une tension inhabituelle aux actions civiles. Bien que l'outil de la condamnation pour outrage soit prévu par la loi, son application est généralement considérée comme un dernier recours.
le fait qu'il ait été mentionné à titre préventif indique un changement d'attitude. Il ne s'agit pas seulement d'un litige financier, il s'agit d'un tournant dans la manière dont le système judiciaire traite les défendeurs qui, historiquement, ont utilisé leur structure économique et leur influence politique pour reporter ou reformuler les termes de leurs responsabilités. À cet égard, l'ordonnance rendue à New York est un épisode qui, quelle que soit son issue financière, est déjà considéré comme un signe de réalignement institutionnel. C'est le type de mouvement qui nécessite un suivi attentif, en particulier pour ceux qui cherchent à comprendre comment le système juridique américain réagit face aux pressions externes et aux défis internes. À partir de là, ce qui semblait auparavant être un litige financier classique a pris une dimension institutionnelle plus large. Le mécanisme de responsabilisation appliqué à Donald Trump ne peut plus être compris uniquement à la lumière d'une action civile isolée, mais plutôt comme faisant partie d'un système qui réagit, sur différents fronts, à l'accumulation de tensions entre les pratiques commerciales privées et les exigences formelles de l'État de droit. Le procureur général de l'État de New York a agi sur la base d'une prérogative prévue par le Code civil de l'État qui permet d'engager des poursuites pour fraude contre des personnes physiques et morales ayant obtenu des avantages grâce à des déclarations patrimoniales fausses ou trompeuses. L'instrument juridique utilisé était le même que celui déjà appliqué dans d'autres affaires de distorsion comptable dans de grandes entreprises, mais son application à un président qui reste politiquement actif a élargi la portée juridique de la décision. La convergence entre les organismes et les instances est devenue évidente. Le département des services financiers de l'État de New York a fourni des rapports techniques qui ont été intégrés à l'acte d'accusation initial. Ces rapports ont ensuite été confrontés aux déclarations des dirigeants de la Trump Organization et aux documents bancaires obtenus sur autorisation judiciaire. À partir de là, les calculs présentés par les autorités étatiques ont cessé d'être des estimations unilatérales pour devenir partie intégrante des preuves admises par le tribunal. Outre l'appareil étatique, d'autres instances fédérales ont commencé à observer plus attentivement la manière dont les actifs liés au président sont transférés dans différentes juridictions. Bien qu'elle ne se soit pas encore prononcée publiquement sur l'affaire, l'Internal Revenue Service, IRS, a déjà été saisie d'au moins 2 demandes formelles de coopération de la part de la justice new-yorkaise, selon les registres administratifs disponibles. Cette coordination entre les autorités étatiques et l'intérêt potentiel des agences fédérales renforce l'idée que les effets de la procédure ne se limitent pas à un seul tribunal. Les juristes observent que le maintien de la condamnation par la Cour d'appel a renforcé la légitimité du procès et réduit la marge de manœuvre pour contester sa nature juridique. La réduction de l'amende, bien que pertinente d'un point de vue financier, n'a pas été accompagnée d'un renversement de la thèse de fond. Au contraire, le maintien de la responsabilité juridique de Trump a élargi la marge de manœuvre de l'État pour adopter des mesures coercitives en cas de défaut de paiement. La législation new-yorkaise prévoit par exemple qu'en cas de fraude civile avérée, le recouvrement des sommes dues peut aller de la saisie directe des biens à la dissolution forcée des entités commerciales impliquées. C'est dans ce contexte que les experts commencent à établir des parallèles avec des affaires antérieures impliquant de grands conglomérats et des personnalités publiques soumis à des sanctions économiques sévères. Bien que la comparaison avec d'autres accusés doive être faite avec prudence, il existe des similitudes dans les mécanismes juridiques utilisés. En 2002, l'affaire Enron a servi de précédent pour l'application de sanctions qui ont touché non seulement les responsables directs, mais aussi la structure de l'entreprise dans son ensemble. La différence, dans le cas présent, réside dans le fait que la figure centrale n'est pas un simple cadre, mais quelqu'un qui a occupé la présidence des États-Unis et qui, même après avoir quitté ses fonctions, continue d'être actif sur la scène politique nationale. Cette intersection entre la dimension juridique et les répercussions politiques intensifie la complexité de l'affaire. Les restrictions imposées à Trump en matière de conduite des affaires dans l'État de New York ne se limitent pas à des interdictions.
Elles ont un impact direct sur sa capacité à lever des fonds, à renouveler des contrats et à maintenir des partenariats commerciaux structurels. Plusieurs rapports financiers, y compris ceux d'agences d'évaluation des risques, ont déjà signalé une détérioration des perspectives de solvabilité des entités liées au président, en particulier celles qui dépendent de capitaux circulants ou de refinancements périodiques. Du point de vue du système, cette affaire crée un précédent important sur les limites de l'autonomie des entreprises face aux obligations de transparence et de responsabilité envers les institutions financières et les organismes de réglementation. La jurisprudence issue de ce procès pourra être invoquée dans de futures actions contre d'autres dirigeants d'entreprises impliqués dans des pratiques similaires, même s'ils ne bénéficient pas de la même exposition médiatique. Le précédent est d'autant plus fort qu'il a été confirmé en appel, ce qui lui confère une solidité juridique renforcée. La logique qui sous-tend l'application de cette décision semble indiquer un moment de réaffirmation des principes fondamentaux du système juridique américain, notamment en ce qui concerne l'égalité et la capacité des institutions à imposer leurs décisions indépendamment de la position sociale ou politique du défendeur. L'absence de marge de négociation des délais ou des conditions de paiement alternatives renforce cette interprétation. Pour de nombreux observateurs, le plus révélateur dans cette affaire n'était pas le montant de l'amende, mais la volonté de la Cour d'appliquer fermement la décision, même face à la figure emblématique du défendeur. Ce type de mouvement, dans un contexte institutionnel déjà tendu par des disputes politiques, exige une lecture qui va au-delà de l'actualité immédiate. C'est précisément le rôle que nous cherchons à remplir, offrir une analyse continue, contextualisée et fondée sur des faits vérifiables, afin que les développements puissent être suivis avec la profondeur que le moment exige. À ce stade du processus, l'attention autour de l'injonction imposée à Donald Trump n'est plus centrée sur la culpabilité en soi, mais plutôt sur la force institutionnelle du système juridique face à des personnalités publiques influentes. Il ne s'agit plus d'un débat binaire entre le bien et le mal, mais d'une lecture complexe des implications politiques, juridiques et symboliques d'une décision qui, bien que formellement légitime, est devenue un test institutionnel. La mesure qui exige le paiement immédiat de sommes substantielles est analysée à la fois comme une démonstration d'autorité et comme un éventuel déclencheur d'interprétations défavorables de la part de l'opinion publique, en particulier dans un contexte électoral très sensible. La tension entre l'application de la norme et son impact perceptif a commencé à façonner les discussions les plus pertinentes du moment. En réponse à l'encerclement judiciaire, la défense de l'ancien président a mis en œuvre de multiples stratégies pour éviter la matérialisation immédiate de l'ordonnance. Les actions vont de la recherche de fonds auprès d'investisseurs privés à des négociations impliquant des actifs de grande valeur, tels que des propriétés historiques. Des informations obtenues auprès de sources du secteur financier indiquent que des discussions discrètes sont en cours avec des parties potentiellement intéressées. Mais ces négociations se heurtent à un obstacle réel. Le risque juridique élevé qui entoure désormais Trump rend difficile pour les institutions traditionnelles de prendre tout engagement financier à grande échelle. Il en résulte un blocage opérationnel qui limite considérablement la capacité de mobilisation de ressources à court terme. Sur le plan politique, les opinions restent partagées. Certains considèrent que le capital symbolique de Trump est encore suffisant pour garantir son poids électoral, même face à des obstacles économiques. D'autres estiment que la poursuite des pressions judiciaires pourrait réduire sa capacité à attirer des dons importants, compromettre sa structure de campagne et affaiblir son leadership au sein du Parti républicain. Certains de ses plus proches alliés lui restent fidèles, mais des signes de malaise croissant apparaissent dans des secteurs stratégiques du parti, en particulier ceux liés au monde des affaires et au financement politique. L'équilibre interne du parti semble plus instable que lors des cycles précédents. D'un point de vue plus structurel, l'affaire est suivie avec attention par les universitaires et les praticiens du droit, intéressés par la manière dont le système juridique réagit lorsqu'il est confronté à des accusés qui évoluent simultanément dans les mondes de la politique, du capital et de la communication.
La décision du tribunal de New York, bien que techniquement limitée à sa juridiction, a été discutée comme une référence possible pour d'autres régions. Même si elle n'a pas force obligatoire, son argumentation pourrait avoir une incidence sur de futurs jugements, en particulier ceux impliquant des personnalités publiques de même envergure. Il s'agit d'un exemple concret de la manière dont le droit fonctionne également selon la logique de l'influence symbolique. Un autre point qui a suscité la controverse est l'action des cours supérieures. La décision qui a maintenu la condamnation, mais réduit le montant de la sanction, a été interprétée de manière ambiguë. Pour certains, elle représentait un équilibre institutionnel. Pour d'autres, elle a ouvert la voie à des interprétations erronées sur une éventuelle disposition du système à assouplir ses décisions. L'exigence ultérieure d'exécution immédiate de l'ordonnance a démantelé cette perception et accentué le débat sur la prévisibilité juridique. Dans des contextes très médiatisés, le rythme des décisions et la clarté des messages institutionnels deviennent des facteurs déterminants pour la stabilité du processus. L'effet pratique de tout cela se fait déjà sentir dans les sphères juridiques et politiques. Les procureurs, les magistrats et les avocats réévaluent les limites de leurs actions face à des accusés très influents. Le signal donné que le système pourrait adopter des mesures plus rapides face à des résistances successives établit une nouvelle norme tacite. Et lorsque cette possibilité inclut même des restrictions de liberté en cas de non-respect délibéré, le niveau d'attention augmente considérablement. Il ne s'agit plus seulement de protéger le patrimoine de l'État, mais d'affirmer son autorité institutionnelle face à ceux qui, jusqu'à récemment, semblaient hors d'atteinte. Au sein du Parti républicain, cette affaire pourrait redessiner les rapports de force. Alors que la base électorale la plus radicale reste fermement aux côtés de Trump, les secteurs plus modérés commencent à envisager plus explicitement la nécessité de trouver des alternatives. Cette évaluation s'accompagne toutefois de la crainte que toute tentative de transition ne provoque des ruptures difficiles à réparer. Le dilemme est le suivant. Faut-il conserver un nom fortement identifié à la base ou risquer une fragmentation interne qui compromettrait les résultats électoraux? Dans ce scénario, le temps est devenu un facteur de forte pression stratégique. Le calendrier imposé par le tribunal n'a laissé aucune place à des accommodements. Les délais n'ont pas été suspendus et aucune marge n'a été laissée pour des négociations parallèles. L'exigence d'un paiement immédiat a fait du facteur temps l'un des principaux vecteurs de pression sur la défense. La rapidité avec laquelle il sera possible de réunir les montants exigés pourrait déterminer non seulement le sort financier de Trump, mais aussi son souffle politique et sa présence dans la course électorale. La possibilité même de mesures plus sévères, telles que l'emprisonnement pour désobéissance, est désormais envisagée. Bien que toujours considérée comme improbable, sa mention explicite dans la décision judiciaire a déclenché des alertes dans différents secteurs. Le recours à des instruments pénaux dans des actions initialement civiles soulève des questions sur les limites entre coercition et abus, et les experts ont souligné la nécessité de garantir des garanties juridiques solides dans tout scénario impliquant une restriction de la liberté. Néanmoins, la simple disposition du tribunal à envisager ce type de sanctions modifie déjà considérablement la lecture institutionnelle de l'affaire. Aujourd'hui, la plupart des analystes politiques et juridiques s'accordent à dire que cet épisode s'est imposé comme un tournant décisif. La décision affirme que l'application de la loi ne peut être sélective, mais elle met également en évidence les faiblesses d'un système qui, tout en cherchant à affirmer son autonomie, doit éviter les ruptures institutionnelles en période de polarisation extrême. La recherche d'un équilibre entre justice et stabilité est devenue une tâche encore plus complexe dans les circonstances actuelles. Ce que l'on observe, par conséquent, n'est pas seulement un litige juridique impliquant des valeurs et des délais. Il s'agit de redéfinir la manière dont les États-Unis vont, à l'avenir, gérer la tension entre autorité institutionnelle, leadership politique et responsabilité personnelle. L'affaire continuera d'être suivie de près par les universitaires, les juristes, les observateurs internationaux et la société civile. Non seulement pour ses effets immédiats,
mais aussi pour le précédent qu'elle pourrait établir dans les interactions futures entre la justice et le pouvoir. En ces temps marqués par de profondes incertitudes et une forte polarisation, suivre de près les mouvements institutionnels devient non seulement une obligation technique, mais aussi une nécessité démocratique. Chaque étape de ce processus contribue à façonner l'avenir des relations entre l'État, le droit et la politique aux États-Unis.